Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des profilers. On va voir ensemble un petit peu l'histoire de ce métier et en quoi ça consiste. Alors, je vous conseille de vous installer confortablement et de tamiser, voire éteindre vos lumières. Et c'est parti! Au début des années 70, le FBI a créé des cours appelés criminologie appliquée pour former ses agents à mieux comprendre l'esprit des criminels. Le problème, c'est que ces cours étaient très théoriques et qu'ils étaient enseignés par des jeunes recrues qui avaient très peu, voire pas du tout de connaissances du terrain, ce qui fait que quand ils essayaient d'expliquer aux policiers la théorie de criminologie, ça fonctionnait pas puisque les policiers et les agents qui avaient beaucoup d'expérience, eux, ils étaient confrontés à des choses que les personnes qui essayaient de leur expliquer ne connaissaient pas et ne comprenaient pas bien. Cette opposition entre la théorie et la pratique a pas mal discrédité la criminologie pendant un certain temps. Et comme le FBI ne donnait pas vraiment de crédit à cette méthode, ça restait un petit peu superficiel. Mais certains agents, dont John Douglas et Robert Ressler, ont continué à mener leur enquête un petit peu en parallèle de manière officieuse et ils allaient interviewer des criminels, notamment des serial killers. Au fil de leurs entretiens avec des serial killers, ils ont commencé à noter des similitudes entre les profils psychologiques des personnes qu'ils rencontraient et c'est ça qui leur a donné l'idée de construire une méthode plus rigoureuse. Donc c'est de cette manière assez officieuse qu'a commencé à naître le profilage. About it, but I was interested in behavioral science. I was quite surprised that the research that they were doing was from a perspective of rehabilitation, from the perspective of corrections. People making these decisions in this country were actually making decisions having never looked at the crime itself. So what I decided to do was to go into the penitentiaries, generally at nighttime, very, very low lighting, unannounced, and go in there with my badge, and I could get into any penitentiary I wanted to with that FBI credential and catch the bad guy by surprise. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu la série Mindhunter sur Netflix qui s'inspire vraiment de l'histoire de John Douglas et Robert Ressler. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle vaut le détour. Cette série est super bien sur les débuts du profilage. Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near perfect laboratory conditions. Hello, ladies. That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching. You do. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. I'm trying to warn you, your attitude is gonna bite you in the ass. Le FBI a alors créé à Quantico en Virginie le NCAVC pour National Center for the Analysis of Violent Crime. L'unité des sciences du comportement va progressivement créer deux programmes qui s'appellent le VCAP et le portrait robot psychologique. Le VCAP a été créé à la suite d'une idée de Robert Keppel qui a travaillé notamment sur le cas de Ted Bundy. Et lui, il a proposé de créer une manière de regrouper et de centraliser toutes les informations à propos des crimes violents aux États-Unis. Parce que le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a environ 16 000 forces de police différentes qui ne communiquent pas forcément entre elles. Promote awareness about the database and to grow the repository. The Bureau's Violent Criminal Apprehension Program, or VICAP. Le VCAP aujourd'hui c'est un dossier de 15 pages à remplir par l'agent et ensuite à entrer dans la base de données
et ça va être comparé à tous les autres cas de crimes qui ont déjà été enregistrés et ça permet de faire des liens entre certaines affaires. Le seul problème du VCAP, c'est qu'il est encore malheureusement beaucoup trop peu utilisé et ça ne permet pas toujours de faire de liens avec des affaires qui existent quelque part. Quant au portrait robot psychologique, c'est un petit peu un genre de mix entre de l'enquête, de la psychologie et des déductions, intuitions du profiler. Il existe 5 grandes étapes pour dresser un portrait robot psychologique. Donc la première étape pour le profiler, ça va être d'étudier la scène de crime. Ça passe par regarder toutes les photos, toutes les vidéos de la scène de crime, les plans des lieux avec les vues aériennes, les distances, etc. Un rapport détaillé sur la victime, le rapport d'autopsie, si la personne est décédée, et un rapport des policiers qui sont arrivés sur les lieux de l'enquête, pour avoir un maximum d'informations sur l'événement. Dans un deuxième temps, le profiler va chercher à classer les informations recueillies précédemment pour essayer de répondre à un maximum de questions qu'on peut se poser. Par exemple, s'agit-il d'un premier crime ou alors d'un crime faisant partie d'une série? Est-ce qu'il y a un auteur ou des auteurs au crime? Quelles semblent être les raisons ou les motivations du crime? On évalue également ce qu'on appelle le risque à la fois du tueur et de la victime. Donc par exemple, un tueur à haut risque, c'est quelqu'un dont on pense qu'il va recommencer à faire un autre crime. Et pour une victime, il y a des personnes qui sont plus ou moins à risque. Par exemple, les prostituées sont des personnes qui risquent plus souvent d'être assassinées qu'une mère de famille qui n'a aucun problème autour d'elle. Aussi, des personnes qui avaient des ennemis connus, c'est des personnes qui sont à plus haut risque que des personnes pour qui tout allait bien dans leur vie. Là, le profiler va aussi commencer à étudier les lieux pour essayer de savoir quelle peut être la distance qu'a parcouru l'assassin ou le criminel. Est-ce qu'on pense qu'il connaissait les lieux sur lesquels il a commis le crime? Ce qui peut donner ensuite des indications pour savoir s'il habite dans la région ou pas. Et également, on va étudier l'aspect plus temporel, c'est-à-dire combien de temps ça a pu prendre. Est-ce que le tueur a pris son temps sur la scène de crime? Est-ce que ça a été quelque chose de rapide? Est-ce que c'était plutôt quelque chose de prévu? Est-ce qu'après la mort de la victime, il a décidé de s'enfuir tout de suite ou au contraire, il a passé du temps, il a créé une mise en scène, etc. Aussi, à partir de l'heure à peu près du crime, ça donne des indications sur l'assassin, puisque si ça a été commis en pleine nuit, ça va pas avoir la même incidence que si ça a été fait en plein jour. La troisième étape, ça va être de reconstituer de manière chronologique tout ce qui s'est passé du côté de la victime et aussi du côté du tueur. La quatrième étape, c'est là qu'on va vraiment dresser le profil du criminel. Donc on va parler de son apparence, de son physique, si on pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de force ou au contraire pas beaucoup, de sa situation professionnelle, de sa situation familiale, de tout ce qui peut avoir rapport à sa psychologie à lui. Donc si on pense que c'est quelqu'un qui est plutôt psychotique, si c'est quelqu'un qui a des troubles obsessionnels et qui a arrangé la scène, on commence déjà à définir là où on pense qu'il peut vivre, si c'est plutôt proche ou pas de la scène de crime. On indique quel était probablement son comportement avant et après le crime, de manière à ce que des personnes puissent peut-être le reconnaître. Enfin voilà, c'est là qu'on va vraiment parler de toutes les petites particularités qui peuvent vraiment donner un portrait robot de la personne qu'on va rechercher. Enfin, la cinquième étape, c'est l'application de ce profil sur le terrain lors de l'enquête. Donc ça va consister à utiliser le profil qui a été dressé pour trier les éventuels suspects par ordre de plus ou moins potentiel. Et ça va également être utile lors des interrogatoires des suspects.
Parfois les profilers font des déductions qui donnent presque l'impression qu'ils ont des dons de voyance. Par exemple, si la personne a été défigurée, on pense que la victime et le tueur se connaissaient probablement. Et aussi, si sur une scène de crime, un objet a vraiment été nettoyé très minutieusement, je sais pas, par exemple, il y a une salle de bain totalement ensanglantée, mais la baignoire, elle a été nettoyée de fond en comble, ça veut sûrement dire que l'assassin est sorti d'hôpital psychiatrique depuis moins de 6 mois. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste incroyable d'arriver à un tel niveau de précision avec des éléments comme ça. Mais je tiens quand même à préciser que malgré tout ça, on a tendance un petit peu à idéaliser les profilers, surtout dans les films et dans les séries où on nous les présente vraiment comme des gens surhumains avec des capacités de déduction qui vont au-delà des capacités d'un être humain normal. Dans la réalité, le job du profiler, c'est vraiment un bonus pour les enquêtes, mais c'est pas ça qui va aider, c'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter le tueur à coup sûr. Puis c'est vraiment un truc en plus qu'on rajoute à l'enquête, mais ça permet pas de tout faire. C'est sûr que si une enquête arrive vraiment pas à avancer parce qu'on est face à un tueur trop organisé qui laisse pas de traces, là l'appel au profil psychologique, ça peut vraiment donner un nouveau souffle et aider à aiguiller sur des pistes auxquelles on n'avait pas pensé. Et le job des profilers, c'est pas seulement d'aider les enquêteurs à arrêter un suspect, ça va aussi être de les aider à mener les interrogatoires correctement et d'apporter leur analyse lors des témoignages pour les procès. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais vous parler du tout premier cas de profilage qui a vraiment été documenté. Ça s'est passé en 1957 à New York et c'est le cas du Mad Bomber. Le Mad Bomber, il a terrorisé la ville de New York pendant 17 ans, entre 1940 et 1957, avant d'être arrêté grâce au profil qu'a dressé un certain docteur James A. Brussel, qui est aujourd'hui considéré comme le père du profilage. Au début, ça a commencé par la découverte de plusieurs bombes qui n'avaient pas encore explosé et qui visaient une compagnie appelée la Con Edison Company. Donc c'est un petit peu l'équivalent de notre EDF à nous. Et donc des bombes artisanales sont retrouvées dans les locaux de cette compagnie. La police à ce moment-là commence à recevoir des lettres anonymes signées d'un certain FP qui menacent la Edison Company et qui parlent de leur infâme méfait. Puis on n'entend plus parler du Mad Bomber pendant un certain temps. En fait, il envoie une lettre pour expliquer que comme c'est la guerre, il n'enverra pas ses bombes tout le temps durant de la guerre et qu'ensuite il recommencera ses agissements parce que la Edison Company doit payer pour ses infâmes méfaits. Le 29 mars 1950, on découvre une bombe dans la gare de Grand Central Station et cette bombe n'a à nouveau pas encore explosé, donc elle est trouvée à temps. En avril suivant, il y a 2 bombes qui cette fois-ci explosent, l'une dans la gare et l'autre dans une bibliothèque, et heureusement elles ne font aucun blessé. Ensuite, dans les mois qui vont suivre, on va avoir plusieurs fois soit des découvertes de bombes artisanales avant même qu'elles aient explosé, soit des explosions qui heureusement ne feront pas de blessés graves. À la fin de l'année 1950, quelques jours avant Noël, une lettre est envoyée à la presse et elle est assez menaçante, je vais vous la lire. Au rédacteur en chef de Herald Tribune, avez-vous remarqué les bombes dans votre cité? Si vous êtes inquiet, j'en suis désolée. De même s'il y a des blessés. Mais c'est comme ça, car justice doit être rendue. Je suis malade, et à cause de cela, la Con Edison doit payer. Oui, ils regretteront leurs infâmes méfaits. Je les forcerai à se rendre devant une cour de justice. L'opinion publique les condamnera. Faites attention, car je placerai bientôt d'autres engins sous les sièges de salles de cinéma, FP. La police interdit au journal de publier cette lettre qu'ils viennent de recevoir et à la suite de ça, le fameux FP va s'énerver, créer de plus en plus de bombes et cette fois malheureusement causera pas mal de blessés. C'est de là que va naître le surnom du Mad Bomber sans qu'on ne sache toujours de qui il s'agit.
Et pendant ce temps-là, il va continuer à envoyer des lettres et des lettres de plus en plus menaçantes à la presse qui ne seront toujours pas publiées. En mars 56, voici ce qu'il écrit toujours au Herald Tribune. Pendant que des victimes sautent, la presse pourrie ne mentionne pas ces actes monstrueux. Ces mêmes monstres disent que je suis un psychopathe. Si on continue à m'appeler ainsi, ou d'un nom similaire, le châtiment suivra. Tout endroit qui s'approvisionne auprès de la Con Edison est à présent considéré comme une cible. 54 bombes placées à ce jour, 4 coups de téléphone. La série continuera jusqu'au procès de la Con Edison. Ma vie est consacrée à cette tâche. Ne vous attendez pas à des coups de fil d'avertissement pour les bombes dans les salles de cinéma, car vos actions ne méritent même plus le moindre effort de ma part. Toutes mes souffrances, toutes mes pertes financières devront être intégralement remboursées. Tout ceci doit paniquer, mettre en colère et embêter la presse pourrie et les autorités de New York. Ils se rendent compte qu'un individu peut être aussi méchant, dégueulasse et pourri qu'eux. Je ne fais que demander justice, FP. Finalement, le préfet de police fait une déclaration de presse et il dit qu'ils vont tout mettre en œuvre pour arrêter le Mad Bomber, même s'il faut avoir recours à des méthodes inhabituelles. On fait alors appel au docteur Brussel, qui est un psychiatre et un criminologue chevronné. Et on lui expose vraiment l'affaire en lui montrant les photos des bombes et les lettres envoyées en environ 2 heures. Pour le docteur Brussel, le Mad Bomber est probablement un homme d'une 50aine d'années, bâti de manière symétrique, ni fin ni gros, et à tendance paranoïaque. Il va également apporter d'autres précisions, par exemple, il vit probablement dans une maison avec une figure maternelle qui n'est pas sa mère, ça peut être une tante ou une cousine. Pour lui, le Mad Bomber habite à Bridgeport dans le Connecticut et serait d'une origine slave. Il pense également qu'il peut être atteint d'une maladie qui soit la tuberculose, soit un problème cardiaque. Et à bien y réfléchir, il penche plutôt pour le problème cardiaque. Et voilà comment il termine son profil. Lorsque vous le capturerez, et je suis sûre qu'il sera pris, il sera vêtu d'un costume 3 pièces au gilet boutonné. Pour faire réagir le Mad Bomber, il est décidé de publier le profil dressé par le Dr Brussel dans la presse. En parallèle, on épluche toutes les archives de la Edison Company afin de trouver qui pourrait bien être le fameux terroriste. Le 18 janvier 1957, une secrétaire de la Edison Company va faire une découverte étonnante dans les archives des contentieux. Il s'agit des lettres d'un certain George Metesky qui se plaint d'infâmes méfaits. George Metesky, en fait, c'était un ancien employé de la Edison Company et il aurait subi un accident suite à une fuite de gaz. Et pour lui, ça lui a causé des problèmes de maux de tête qui l'empêchaient de travailler. Donc il a eu des arrêts de travail et ensuite il n'a pas pu reprendre le travail. Malgré le fait que les médecins disaient qu'ils ne trouvaient absolument rien d'anormal, il continuait à se plaindre de problèmes de santé suite à cet accident et il en a beaucoup voulu à la Edison Company pour ça. George Metesky sera arrêté et reconnaîtra qu'il était le Mad Bomber. George Metesky était d'origine polonaise, il avait 54 ans, il vivait en tant que célibataire avec ses 2 sœurs à la maison, dans la ville de Waterbury dans le Connecticut, juste à côté de Bridgeport. Lorsqu'il a été arrêté, Metesky portait un costume 3 pièces avec un gilet boutonné. Au final, George Metesky a été jugé en tant que malade mentalement et il a été incarcéré dans un asile psychiatrique. Le docteur Brussel, lui, il explique que pour réaliser ce profil, il a utilisé la même technique que ce qu'il utilise avec ses patients quand il travaille en tant que psychiatre, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il aurait fait un raisonnement inductif au lieu d'un raisonnement déductif. Toutes les prédictions que James Brussel avait faites pour son profil se sont avérées justes, sauf sur un point. Il avait hésité entre la tuberculose et le problème cardiaque. Il penchait plutôt pour le trouble cardiaque et en fait, George Metesky avait la tuberculose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Oh, nique ta...
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a appris des choses sur le métier de profiler. Je tiens quand même à rappeler que le métier de profiler, c'est quelque chose de très médiatisé, qu'on voit beaucoup dans les films, qu'on voit beaucoup dans les séries, qui ne reflète pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour un petit peu plus vous montrer de quelle manière les choses sont faites. Donc les gens n'ont pas des pouvoirs divinatoires, ils devinent pas les choses comme ça, même si c'est vrai que c'est impressionnant dans certains cas. Par exemple dans le cas du Mad Bomber, c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir avec quelle précision le Dr Brossel avait réussi à décrire le terroriste. Mais ça reste une science qui n'est pas une science exacte, mais une science avec ses méthodes, avec ses rigueurs. Et je tiens aussi à dire que c'est un métier qui n'existe quasiment pas aux États-Unis. Ils sont à peu près une douzaine, je crois, à être réellement à travailler au FBI à temps plein en tant que profiler. En France, ça n'existe pas du tout, c'est même pas la peine de vouloir faire ça. Je crois qu'il y a une petite unité d'une dizaine de personnes en région parisienne qui travaillent un petit peu à établir parfois les profils psychologiques de criminels, mais c'est pas uniquement leur mission. D'ailleurs, le terme de profiler est assez peu apprécié en France. On parle plutôt de psychocriminologue ou d'analyste des comportements criminels, mais bon, comme je vous disais, c'est pas un métier qui existe vraiment en France. Je vous ai uniquement parlé de comment ça se passe aux États-Unis. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant que je commence par vous faire une vidéo sur les profilers, en quoi consiste leur métier, comment ça fonctionne, avant même d'entamer d'autres sujets de vidéos, par exemple sur la psychologie des serial killers, puisque ça découle en fait du travail fourni par les profilers des années 70 et 80. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'encouragement ou un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas de rallumer votre lumière.